Vraie Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix. On est ravis de vous accueillir de 17h à 19h avec Philippe David, comme tous les jours. Bonjour Philippe David. Bonjour Cécile de Ménibus. Comment ça va ? Écoutez, moi, nos vraies voix mettent en appétit. Je vais pas dire qui c'est, vous allez les présenter, mais ils me donnent des envies de figatelli, de garbure et de choucroute. Ah, ben voilà, vous connaissez les régions en tout cas. Ah oui ? J'adore la dissipation des brunes matinales. Oui, exactement. En tout cas. Mais c'est vrai en plus, vous mettez en appétit. Mais je dis des brunes. Hein. Des brunes, voilà. Ça va les amis ? Vous êtes en forme ? Non mais ça va Philippe David moi, qui trouve bien, que la barbe de Philippe de Rémi André. Vous l'avez jamais touché ? Non, moi oui, excusez-moi, touché, j'aime bien Rémi André, on a des relations très amicales. Oui, d'accord, ok, ça caresser ma barbe. Allez, on est ravis de vous retrouver. 0826 300 300. Vous pouvez bien entendu nous appeler et commenter le sommaire du jour. Allez, on y va. 17h30, le grand débat du jour. C'est une rengaine qui revient beaucoup à Marseille malgré les coups de filet et les arrestations. Beaucoup d'habitants constatent que le trafic revient toujours. Une fois que la police est partie, les policiers ou magistrats disent écoper la mer avec une petite cuillère. En tout cas, Marseille, une dizaine d'autres villes devraient connaître à leur tour des opérations Place Nette XXL. Alors, parlons vrai. Est-ce qu'à Marseille, la visite d'Emmanuel Macron et les opérations Place Nette XXL un peu partout en France peuvent changer la situation ? Est-ce que Marseille est devenue une narcoville, comme le disent certains magistrats ? Est-ce que la bataille est perdue dans certains quartiers et qu'il faut passer à d'autres méthodes ? Et à cette question, pour venir à bout du trafic de drogue, vous êtes 45% à dire mettre fin à l'excuse de minorité, à 28% punir plus les consommateurs et à 27% légaliser. Vous voulez réagir ? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et notre expert pour en parler, Sébastien Soulet, sera avec nous, secrétaire zonal adjoint d'Alliance Police pour la région Sud et ex-BAC Nord. Et puis le coup de projecteur des vraies voix, c'est à 18h30, à 3 mois du scrutin. Un nouveau sondage prédit une percée inédite de la droite radicale aux élections européennes. Selon Ipsos, les groupes parlementaires auxquels appartiennent le RN ou Reconquête pourraient gagner une trentaine de sièges à eux deux. Alors parlons vrai, est-ce que outre la France, c'est l'Europe qui se droitise ? La faute à qui ? À l'échec de l'UE ou aux crises migratoires à répétition ? Est-ce que c'est un vote d'adhésion ou un vote sanction ? Et à cette question européenne, la poussée à droite vous semble-t-elle inéluctable ? Vous dites oui à 90%. Vous voulez réagir ? Encore et toujours le 0826 300 300. Et notre expert pour en parler, Luc Rouban, directeur de recherche CNRS au Centre de recherche politique de Sciences Po et auteur de ce livre Les racines sociales de la violence politique aux éditions de l'Aube, sera avec nous. On vous souhaite la bienvenue, les vraies voix jusqu'à 19h. Les Vraies Voix Sud Radio. Et notre procureur préféré, Philippe Bilger, est avec nous. Bonsoir Philippe. Alias Choucroute aujourd'hui. Comment ? Alias Choucroute aujourd'hui. Alias Choucroute. Oui, si vous y tenez. Oui, je sais pas pourquoi. Je sais pas. Oui. En Alsace. Moi, j'adore le figatelli. Je suis un homme. Je suis pour le métissage gastronomique. Eh ben, direction la Corse avec François Pupponi, Le procureur ancien maire aime de le figatel, Sarcelles. mais n'aime pas l'autonomie de la Corse. Pas tout à fait, mon cher François. J'aimerais qu'on consulte. Et Ah oui, tout à Pau, fait. parce qu'il a du bol d'être ici. C'est bon ça. Et Pau, parce qu'il a du bol d'être ici. Bon, c'est Olivier bon. D'Artigol, chroniqueur politique. Ça va, Olivier Bonsoir Olivier. les vraies voix. Puis je vois que les choix culinaires de Philippe David sont très légers. Est-ce que tout ça peut se digérer tranquillement ? C'est logique. Ce sont peut-être simplement vos entrées d'ailleurs. Oui, vous êtes un chroniqueur qui garbure bien. Oui. Ça y est, les blagues, ça y est, c'est bon. On en a fait 2, là, on arrête. c'est bon. Pendant 2 heures, on arrête. Voilà, Le s'il vous quota plaît. est- Allez. Avec ce numéro de téléphone 0826 0826 300 300, c'est bien ça, c'est bien le bon numéro. Avec Fabrice qui nous appelle d'Oloron Sainte-Marie. Ah, c'est chez moi. Bonsoir Fabrice. Bonsoir Fabrice. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe, bonsoir Olivier, et avec le russe en dessert d'Oloron. Dartigarède, on fait la pub, c'est bon. J'ai vécu 6 ans à Oloron-Sainte-Marie, j'étais place Sainte-Croix, c'est très beau. Ouais, c'est intéressant. Allez, c'est une anecdote qui me passionne, je vous le dis tout de suite. Super. Mais Non, ça mais fait, notre auditeur comprend. mais ça fait avancer l'émission, Olivier. C'est sûr qu'on a avancé. Vous avez le numéro de la rue On ou a pas? au moins une Non, c'est info, important. Le numéro pour de une la fois. rue. L'étage peut-être, non? Porte de droite ou porte de gauche? On a une info. Allez, de quoi parle-t-on avec vous, Fabrice, dans un instant? Du climat anxiogène dans lequel sont plongés les Français depuis trop longtemps. Eh bien, bon, on en parle dans un instant. Vous bougez pas. Direction le répondeur 0826 300 300. On l'écoute. Oui, bonjour, sur le radio, c'est Marc de Marseille. Je suis en train d'écouter des informations et avec tout ce qui s'est passé hier à la Castellane. Vous ne pouvez pas imaginer la haine que j'ai contre ces politiques. C'est que du cinéma. C'est que, justement, parce qu'il y a les élections et qu'il faut qu'on se fasse voir.
Ça faisait 3-4 jours qu'on disait qu'ils allaient venir à la Castellane. Et vous croyez que les dealers, vous croyez que les grandes comptes, là, ils ont dû arrêter une centaine d'enfants. Soit qu'ils fassent des choux, ou éventuellement ce sont des personnes qui n'ont rien à voir. Quel cinéma, mais quel cirque. C'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible. Voilà, Sud Radio. Merci Marc de Marseille. Est-ce que c'est pas la remarque que beaucoup de gens ont fait sur la visite du président qui a fait une conférence de presse en plein air en parlant de l'Ukraine, de Gaza, de tout et de rien? D'emploi. Oui. De beaucoup de gens peut-être, mais pas la mienne en tout cas. Donc j'ai tendance à considérer que ça fait le poids en face d'une multitude. Ouais, moi c'est un sujet que je François, je voulais juste ajouter un petit mot. Je pense que ça n'est pas du cirque, qu'évidemment que les dealers n'aient pas attendu pour la police pour faire leurs affaires, mais je crois que ça valait la peine d'être fait. Alors ensuite, je crois qu'on va en parler. Oui, bien sûr, on va en parler. Donc je m'arrête net. Non, c'est le 17e déplacement du président de la République depuis son élection en 2017 à Marseille. Ça fait beaucoup. Il y a 2 ans et demi, c'était Marseille en grand, avec une communication très bien préparée. Moi, je veux bien aller du côté du procureur en disant que le président se saisisse d'un dossier tel que le trafic de drogue, c'est très bien. Mais localement, la Cour régionale des comptes vient de montrer qu'il y a de grosses difficultés de partenariat entre l'État, les services de l'État, les collectivités, mairies et métropoles. Donc, bon, j'espère que les boulons vont être resserrés et qu'on aura des résultats. Moi, j'étais président de l'ANRU. L'Agence nationale de rénovation urbaine. Et la loi disait qu'au bout de 10 ans, si une collectivité n'avait pas engagé les subventions accordées par l'ANRU, il fallait lui reprendre les subventions. La seule ville où j'ai failli reprendre 180 millions, c'est Marseille. C'était les seuls, et c'est le préfet de l'époque, le préfet Cadeau, qui était un excellent préfet, qui avait engagé les dépenses à la place de la mairie pour pas que je le reprenne les 180 millions d'euros. D'accord. Donc il y a vraiment une spécificité locale due à un problème. Ils sont économes, peut-être. Oui. Allez, retour à Oloron-Sainte-Marie avec Fabrice. C'est ce climat anxiogène qui commence à vous déranger, cher Fabrice. Oui, absolument, Cécile. C'est vrai que moi, depuis plusieurs mois, j'en peux plus d'avoir des responsables politiques qui nous plongent dans l'angoisse permanente. On a eu droit d'abord à ce virus. On était en guerre contre un virus, contre un ennemi invisible qui allait tous nous exterminer si on ne faisait pas ce qu'il fallait. Après, il y a la guerre en Ukraine qui est arrivée. Alors maintenant, ben voilà, c'est la catastrophe. On va envoyer des gens. On n'exclut pas d'envoyer des troupes là-bas. Et puis, comme si ça suffisait pas, pour rajouter la troisième couche, on a notre Paul Loup-Sulitzer du gouvernement qui nous annonce qu'il va falloir faire des économies partout, qu'on n'a plus un rond, que c'est terrible, qu'on va se serrer la ceinture de tous les côtés. Et pour terminer, le duo à la tête de l'État nous dit vous êtes pas bon, vous faites pas assez de gosses. Et comment voulez-vous qu'on fasse dans des conditions comme ça? On nous annonce l'apocalypse de tous les côtés. Oui. Moi, j'aimerais beaucoup que nos dirigeants un petit peu nous donnent un peu plus d'espoir, quoi, un petit peu nous disent ce qui va. Il y a des choses qui s'améliorent par-ci par-là, ça arrive. On n'en parle absolument pas. Bah si, regardez, il y a les vraies voix tous les jours de 17h à 19h. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais vous devriez être reconnu d'utilité publique. Merci, je confirme. Même Philippe David. Et remboursé par la sécurité sociale. Allez, Olivier d'Artigol. N'y voyez pas une solidarité béarnaise. Je suis totalement d'accord avec ce qui vient d'être dit. La responsabilité d'un politique, c'est de fixer un horizon, de donner un imaginaire politique positif et de créer de l'adhésion dans le pays sur les moyens et un calendrier pour atteindre ces objectifs-là. Cette façon de faire de la politique a quasiment disparu des radars. Je vois avec plaisir que ce que je disais hier soir ailleurs, j'ai l'impression que nous sommes tous d'accord sur le constat qui généralement est morose, voire très pessimiste, mais que ce qui manque, c'est l'enthousiasme pour démontrer qu'on peut s'en sortir, quel que soit le secteur. Oui, François, bon courage aux responsables politiques qui va expliquer aux Français qu'il va serrer la ceinture, rétablir les comptes publics, tout ça dans la bonne humeur. Parce que la réalité, c'est qu'on est arrivé au bout du... À force de dire globalement, faut pas être anxiogène... La méthode Coué. La méthode Coué, et là on est au bout du rouleau. Enfin, globalement, il n'y a plus, quoi. Et donc il y a un moment, il faut le dire. Alors, mais François, si tu dis on fait des efforts sur ça, ça et ça, par contre, cette question-là, je prends école, je prends hôpital. Il y a quand même des choses qui vont bien. Pendant 3-4 ans, on met le paquet, quitte à moins faire d'autres choses. Et il nous manque ça. Il faut dire, il y a 3 choses à dire pour qu'on s'en sorte. On diminue les prestations sociales.
On diminue les dotations aux collectivités locales et on diminue le budget du logement. Et avec ça, j'ai trouvé d'autres recettes. Les amis, quand on parle de 20 à 30 milliards, hein, voilà. Vous allez vous fâcher la terre entière. Allez, vous bougez pas. Merci beaucoup Fabrice. Vous restez avec nous. Vous êtes notre vraie voix et vous allez jouer contre nos vraies voix. Donc qui c'est qui l'a dit? Et là, il y a Olivier d'Artigol aujourd'hui. Qui triche. Je n'ai pas triché. Si vous trichez et vous êtes de mauvaise foi. J'ai gagné hier. Allez, dans un instant, les 3 mots dans l'actu. Ce sera avec Philippe. Avec Félix Mathieu et le réquisitoire du procureur. J'en ai marre de cette phrase, c'est que de la com. Allez, on en parle dans un instant. 0826 300 300, on est ensemble jusqu'à 19h. Enfin, si on y arrive, je vous le dis tout de suite. Bienvenue les amis, on est ravis de vous retrouver, c'est les vraies voix jusqu'à 19h avec un casting de folie que nous envient les Américains. Absolument. Ouais, absolument. Philippe Bilger est avec nous, avec François Pupponi, avec Olivier d'Artigol. Vous voulez des applaudissements, c'est ça? Oui, mais je me suis vous dites, parce que sinon je vais faire une standing ovation de la salle. Dans un instant, les 3 mots dans l'actu, c'est avec Félix Mathieu. Bonsoir Félix. Bonsoir Cécile, bonsoir tout le monde. Et de quoi parle-t-on? On va parler de l'hommage national pour l'amiral Philippe de Gaulle de la Russie qui accuse le CIO de néonazisme pendant que l'ONU accuse la Russie justement de terreur dans les zones ukrainiennes occupées. Et puis de l'histoire étonnante à Caen de cette fausse alerte incendie. Les pompiers appelés pour rien à cause de... vous allez voir, c'est assez étonnant. En 3 mots, ça donne amiral, néonazisme et incendie. Allez, tout de suite, le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. C'est contre ceux qui ont parlé d'opération de communication pour la visite d'Emmanuel Macron à Marseille que vous voulez requérir, monsieur le procureur. Notamment, Merci de requérir contre moi, je suis très content. Oui, mais justement, vous êtes peut-être vous-même impliqué dans ma dénonciation. Parce que combien de fois, lorsqu'on parle d'une action politique de droite ou de gauche qui peut être efficace, on entend le refrain, mais c'est rien, c'est que de la com. J'en ai assez de cette antienne qui laisse entendre que d'abord, parfois, la communication ne peut pas être une action. Lorsqu'un président de la République va à Marseille pour montrer l'importance qu'il attache à la répression contre le trafic de drogue, eh bien, d'une certaine manière, on peut dire que sa présence seule est une action. Et deuxième élément, est-ce que dans la vie, il y a une action qui peut être considérée comme achevée si elle n'est pas accouplée, pardon pour le terme, qui suscite une espèce de désir chez notre Olibrius central, accouplée à une forme de communication. Communication et action, ça va pareil, c'est dans le même mouvement. Et encore une fois, une communication peut être une action. Et donc, il faut arrêter avec c'est que de la com. J'aimerais faire réagir le procureur sur une actualité récente. Il y a eu, au sein de l'exécutif, un dissensus sur groupe de niveau. Le Premier ministre, groupe de besoin, Madame Belloubet, pour finir des groupes. On a beaucoup discuté de tout ça. Il y a eu de la communication. Sauf que nous découvrons que les dotations horaires des établissements et le manque de postes ne permettra pas effectivement de mettre en place ces groupes, qu'ils soient de niveau ou de besoin. Ce qui veut donc dire, pour ce cas précis, qu'il y a une communication qui peut donner le sentiment que tout ça va être réglé. Or, les acteurs de terrain, quand ils voient leur dotation horaire à l'échelle de leur établissement, ils se disent on ne va pas pouvoir le mettre en place. Moi je partage l'avis du procureur quand il dit si la communication est associée à de l'action, alors c'est de l'action avec une bonne communication. Le problème, et tu viens de le dire, le problème c'est que on verra à la fin si l'action d'hier est efficace. Si elle n'est pas efficace, alors effectivement, ça sera une opération de communication qui n'aura pas, avec l'action conséquente, porté ses fruits. Et c'est là où les gens auront le sentiment que ce n'était que de la com. Et bon, on fera un point à ce moment-là. Merci beaucoup, monsieur le procureur. Tout de suite, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix, 3 mots dans l'actu qui sont amiral, néonazisme et incendie. Il a tracé son sillon à l'ombre d'un grand homme, les mots d'Emmanuel Macron pour l'hommage national à l'amiral Philippe de Gaulle qui s'est éteint à l'âge de 102 ans. La Russie, privée de cérémonie d'ouverture, accuse de néonazisme le comité international olympique. Pendant ce temps, l'ONU accuse Moscou de semer la peur et d'effacer l'identité ukrainienne dans les zones occupées. Et puis, grosse frayeur à Caen, les clients d'un bar ont appelé les pompiers pour un incendie dans un appartement. C'était en fait une vidéo de feu de cheminée diffusée sur l'écran de la télé. Les vraies voix Sud Radio. Il
n'avait pas été fait compagnon de la libération après la guerre, sans doute parce qu'il était le fils de son père. Alors, certains y verront la réparation d'une injustice. La République rendait ce midi un hommage national à une figure de la résistance et de la marine, l'amiral Philippe de Gaulle. Comme il est dur d'être de Gaulle après de Gaulle, d'en avoir l'allure, la voix, les gestes, et de ne pas être lui. L'amiral de Gaulle aura traversé le siècle passé à l'ombre d'un grand homme. Avec cette rectitude, cette force de l'amour donné et reçu, cet amour qui n'ose se dire et qui pourtant irrigue, lui aussi servirait la nation, sur mer, comme son père l'avait fait sur terre. Le 18 juin 1940, il n'entendit pas l'appel du général de Gaulle. Il était déjà à bord du cargo qui l'emmenait vers l'Angleterre, vers son père et vers la résistance. Les mots d'Emmanuel Macron dans la cour des Invalides dont l'amiral de Gaulle était pensionnaire depuis 2 ans en tant qu'ancien combattant. Il s'est éteint à l'âge de 102 ans. L'hommage est justifié pour lui, mais sinon il y en a marre de l'hommagite aigu, comme disait Sophie Coignard. Ouais. Ce qui vient d'être diffusé est de grande qualité. Je suis bon client, moi, pour les invalides. Oui, par rapport à ce que dit le procureur, on ne peut pas dire à la fois que la nation est en train de se déliter, que la République est en train... Et reprocher au président de la République d'essayer de mettre des repères. Parce que toutes ces images... Alors c'est vrai que les invalides, c'est pas n'importe quoi. On y voit maintenant qu'on y honore les grands hommes qui meurent. Et on met au Panthéon les grands hommes qui sont morts les femmes importantes qui sont mortes il y a longtemps. Bon. Mais c'est aussi, pour le président de la République, la volonté de mettre des symboles partout et à chaque fois de refaire nation. Bon. C'est pas que ça merde, mais sincèrement, je pense que ça a du sens. Et en tout cas, pour le suivre régulièrement sur ces sujets-là, dans ces moments-là, je le trouve particulièrement bon. Allez, le deuxième mot, les amis, néonazisme, terme employé par la Russie après la décision du Comité international olympique. Les athlètes russes ne pourront pas assister à la cérémonie d'ouverture des JO de Paris. Le CIO bascule dans le racisme, la discrimination et le néonazisme, réagit la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères. Hasard du calendrier, avec ses propos tout en nuances, c'est aujourd'hui que le Haut-Commissariat des droits de l'homme de l'ONU publie, lui, son rapport accablant sur la situation des habitants des zones ukrainiennes occupées par la Russie. Effacement de la langue ukrainienne, de la citoyenneté, des lois aussi ukrainiennes, un climat de peur étouffant, des violations à grande échelle du droit humanitaire, selon Danielle Bell, la chef de mission pour la surveillance des droits de l'homme des Nations Unies en Ukraine. Ces violations ont des conséquences profondes et à long terme pour l'Ukraine et sa population. Au cours de nos entretiens, les résidents ont expliqué que la citoyenneté russe devenait de plus en plus une condition d'accès aux services sanitaires et humanitaires vitaux, à la sécurité sociale et à l'emploi dans les services publics. En fin de compte, de nombreuses personnes ont été contraintes d'obtenir des passeports russes en raison d'une combinaison de menaces, de mesures discriminatoires, de représailles et de pressions économiques sévères. L'ONU qui a auditionné 2300 personnes dans ces zones ukrainiennes occupées par la Russie pour pouvoir élaborer ce rapport. Troisième mot, incendie avec cette fausse alerte dans le centre-ville de Caen. Les clients sur la terrasse d'un bar ont aperçu des flammes impressionnantes à travers les fenêtres dans un appartement attenant. Alors là, forcément, ils se sont posé la question un peu comme dans la chanson de Brigitte Fontaine. Je voulais savoir, tout l'immeuble il est en train de brûler, c'est bien ça? Ah oui, écoute. Ni une ni deux, nos clients en terrasse appellent les pompiers qui accourent place Saint-Sauveur, ça ne s'invente pas. Des pompiers qui ne trouvent rien. Les occupants du dit appartement allaient très bien. C'est ce que nous rapporte Ouest France, à qui on doit cette chouette histoire. Car oui, les flammes aperçues de l'extérieur étaient en fait une vidéo de feu de cheminée diffusée sur l'écran de la télévision. Et cette vidéo de feu de cheminée, elle cartonne. Je vous assure que tout le monde... Parce qu'elle est magnifique. Oui, elle est magnifique. Oui. Mais bon, voilà, il la télécharge. Merci beaucoup, Félix Mathieu. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Et on vous retrouve à partir de 18h. Et puis on va revenir sur Marseille, Rennes, Nantes. Le trafic de drogue qui fait rage en France. En réponse, Emmanuel Macron annonce des opérations dans une dizaine de villes. Alors parlons vrai. Pour venir à bout du trafic de drogue, est-ce que la visite d'Emmanuel Macron et les opérations Place Net XXL vont changer la situation à Marseille ou ailleurs? Est-ce que la ville est devenue une narcoville, comme le disent certains magistrats? Est-ce que la bataille est perdue d'avance si on ne change pas de fond en comble l'état de droit? Et à cette question, pour venir
venir à bout du trafic de drogue, vous dites à 47% qu'il faut mettre fin à l'excuse de minorité, à 27% qu'il faut légaliser et à 26% qu'il faut punir plus les consommateurs. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et Sébastien Soulet est avec nous, secrétaire zonal adjoint d'Alliance Police pour la zone sud et ex-policier à la BAC Nord. Bonsoir, merci d'être avec nous. Petite question avant la pub. Marseille est-elle encore un territoire perdu? Perdu, je dirais non, mais il va falloir très rapidement se retrousser les manches et travailler avec toutes les institutions, parce que sinon ça va être très compliqué. On en parle dans un instant. Bienvenue 0826 300 300. On vous attend au standard jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix, que de l'intelligence et que du beau gosse. Philippe Bilger est avec nous, François Pupponi aussi, et c'est tout. Merci pour avoir parlé de moi en premier. Merci pour Olivier, moi. De beau gosse, c'est Olivier, bien sûr. Et Olivier d'Artigol, bien entendu. Et vous au 0826 300 300, ça va Philippe David? En pleine forme, toujours. Et bon, très bien. On vous souhaite la bienvenue, c'est le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Et on va prendre de nouveaux dispositifs pour aller jusqu'au bout. Les opérations Place Nette qui ont été décidées fin septembre, début octobre. On en est à plus de 900 interpellations. Investir certains endroits, certains quartiers pour faire des interpellations, pour faire des opérations judiciaires. On est en train de travailler justement pour d'abord intervenir beaucoup plus rapidement. Si on se base uniquement sur le répressif, ça n'a jamais marché, ça ne marche pas, ça ne marchera jamais dans aucun pays au monde. Il faut qu'on ait une approche beaucoup plus systématique. Et c'est une rengaine qui revient beaucoup à Marseille. Et malgré les coups de filet, les arrestations, beaucoup d'habitants constatent que le trafic revient toujours une fois la police partie. Les policiers ou les magistrats disent écoper la mer avec une petite cuillère. En tout cas, après Marseille, une dizaine d'autres villes devraient connaître à leur tour des opérations Place Nette XXL. Alors, est-ce que pour vous, ces opérations Place Nette XXL et pourquoi pas XXXXL vont changer la situation dans toutes ces villes gangrénées par le trafic de drogue? Est-ce que certaines villes comme Marseille et comme le disent certains magistrats sont devenues des narcovilles? Est-ce que la bataille était perdue pour vous comme pour certains? Et à cette question, pour venir à bout du trafic de drogue, vous êtes 46% à dire qu'il faut mettre fin à l'excuse de minorité et score de parité entre légaliser et punir plus les consommateurs à 27%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels et vous échangerez avec les vraies voix bien évidemment au 0826 300 300. Et Sébastien Soulet est avec nous, secrétaire zonal adjoint d'Alliance Police pour la zone sud et ex-policier de la BAC Nord. Bonsoir, merci d'être avec nous. Philippe Bilger, cette zone, en tout cas c'est ce territoire de Marseille. Alors j'ai bien conscience que si on voulait aller au fond des choses et proposer chacun nos solutions, il faudrait largement une heure. Mais je vais tenter d'exprimer rapidement mon point de vue. D'abord, je répondrai aux questions de Sud Radio. On pourrait considérer qu'il faut les trois approches. En tout cas, suppression de l'excuse de minorité pour des mineurs qui n'ont plus rien à voir avec ceux qui justifiaient l'instauration d'une excuse de minorité. Deuxième élément, bien sûr, moi je ne cesse de dire, mais ça n'est guère convaincant apparemment, qu'il faut changer l'état de droit. À l'heure actuelle, on a un état de droit sophistiqué pour une société de plus en plus gangrenée. Et donc il y a un hiatus qui crée un grave problème. Troisième élément, c'est ce qu'on a indiqué tout à l'heure, cela ne sert à rien de mettre en place des coups de poing en quelque sorte dans les villes gangrenées par le trafic de drogue, si à peine l'effet de choc accompli, ensuite on laisse retomber les choses et les transgressions comme elles étaient avant. Et ça impliquerait bien sûr une relation beaucoup plus forte, beaucoup plus efficace entre justice et sécurité. Olivier D'Artigol. J'ajoute quelques éléments. Où en sommes-nous des grands trafics internationaux de la drogue, des narcotrafiquants, parfois des États, en lien aussi au trafic des armes. C'est-à-dire, est-ce que le spectre haut, on le tape ou pas? C'est intéressant aussi de se dire s'il y a des moyens, des partenariats entre États pour obtenir des résultats. Première chose. Deuxième chose, est-ce qu'il faut un
parquet spécial, comme il y a un parquet antiterroriste concernant ces trafics pour être plus réactif dans la réponse judiciaire. Discutons-en. J'ai participé à un débat tout récemment avec un représentant syndical de la police qui nous disait l'exigence de commissariat de quartier, qui nous disait, et Alain Bauer le dit souvent, quand l'État se retire, c'est la violence et les trafics qui s'installent. Moi, je suis nostalgique d'une période où, je vous le dis chaque fois, mais j'y tiens, où il y avait plutôt un gardien d'immeuble qu'un digicode, remettre de la présence humaine, des acteurs locaux, et dans certains territoires, je pense notamment à Vénissieux, quand on met les bailleurs sociaux, les forces de police, la justice, les élus, l'ensemble des partenaires, sur des contrats de sécurité, dans certains territoires, ils obtiennent des résultats. François Pupponi. Vous qui avez été maire de grande ville. Oui, maire de grande ville et président, j'étais alors président de l'agence de la rénovation urbaine, où je voulais raconter une anecdote. Il y a 10 ans, Manuel Valls, Premier ministre, va à Marseille à la Castellane, et pendant qu'il visite la Castellane, et quand le Premier ministre visite la Castellane, c'est sécurisé, il y a le raid sur les toits, enfin j'en passe les meilleurs. Et il y a des tirs de Kalachnikov à proximité, je crois que c'est les Tchétchènes qui se réglaient leur compte. Et donc, on a même cru comment on dirait sur le Premier ministre. Et donc, 3 semaines après, on descend à Marseille, Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, installé le préfet de police de l'époque, M. Nunes, maintenant préfet de police à Paris, et moi, on m'amène en tant que président de l'ANRU. Parce qu'on rénovait le quartier de la Castellane, et d'ailleurs, on avait même décidé de raser la tour K, où Zinedine Zidane avait grandi. Bon. Et je dis, donc on visite le quartier, bon... Et je dis au directeur de la maison de quartier qu'on devait rénover, je vous promets, je reviens dans un mois voir où ça en est. Et un mois après, je retourne avec un collègue député, Henri Gibrayel, on était 2 députés de la République, on arrive à 14h à la Castellane, et là il y a une barrière, à l'entrée de la Castellane. Il y a un type affalé. Et puis je vois un jeune avec des lunettes de ski. Il faisait beau, et puis je dis à mon collègue député, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Ah ben lui c'est le chauffe, lui. Ah bon? Et le gars qui était affalé, il nous voit, on lui fait « Monsieur », et il se lève, il demande au chef, le chef lui dit « Ouais, tu peux ouvrir ». Donc les dealers nous ouvrent la barrière. C'est Checkpoint Charlie à Berlin, à part qu'ils sont pas en uniforme, quoi. Ils nous ouvrent la barrière, on va voir le directeur pour dépenser des centaines de millions d'euros de l'État et de l'ANRU, on discute avec pour la raison, et on repart, et pour repartir, il a fallu demander au dealer « Monsieur, on peut sortir ?» Le dealer a demandé au chef, le chef était sur un fauteuil, qui a dit « Ouais. » Voilà. C'était Marseille il y a 10 ans pour 2 députés de la République. C'est Bacnor. Oui, c'est vrai. Oui, mais le problème, donc si je peux me permettre que le procureur le passe, mais quand j'entends aujourd'hui des magistrats en disant oulala, mais ça fait 20 ans que c'est oulala. Bien sûr. Et donc moi j'espère que ce qu'a fait hier la police sera efficace, mais s'il ne reste pas sur place des mois et des mois, le deal se reconstituera. J'en suis convaincu. C'est clair. Alors bon, on a avec nous quelqu'un qui connaît bien le terrain, Sébastien Soulet, secrétaire zonal adjoint d'Alliance Police pour la zone sud. Vous êtes issu de la BAC Nord, donc c'est forcément un milieu que vous connaissez par cœur. C'est ça. Je pense qu'il a donné la bonne définition. Effectivement, je le rejoins, c'est que ça, c'est des situations qu'on a vécues il y a quelques années. Moi, je suis arrivé en 2004 à la BAC Nord, c'était déjà comme ça, les checkpoints. Là, ce qui me gêne, c'est que les gens s'offusquent d'une situation qu'on connaît déjà depuis des années. On enchaîne les constat sur constat. Alors, c'est grave, c'est très grave, il faut faire ci, il faut faire ça. Donc, place nette, bien sûr, c'est toutes les opérations sont bonnes à prendre. Il faut pas critiquer. J'ai entendu depuis ce matin qu'il y en a qui disaient, oui, mais c'est pas beaucoup. Non, 380 000 euros, c'est beaucoup. Des kilos de résine de cannabis en moins dans les quartiers, c'est toujours ça de prix. Et puis, il faut pas non plus s'imaginer que la police sait où c'est. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on va faire une grosse opération dans un quartier, quel qu'il soit, qu'on va savoir taper à la bonne porte. C'est pas comme ça que ça se passe. En tout cas. Donc, il faut pas non plus dire que la police fait pas trop son travail ou pas assez. En tout cas, elle le fait. Le problème, c'est qu'on se retourne tous sur la police, mais la police, comme je le dis, elle le fait depuis le début. Elle fait tout ce qu'il faut depuis le début. Je pense qu'il va falloir coordonner beaucoup plus de choses et il y a un invité qui en a parlé. Je pense qu'il faut coordonner aussi au niveau international parce que nous, on reçoit des centaines et des centaines de kilos de résine de cannabis. Alors oui, c'est sûr qu'on en saisit quand même pas mal et de plus en plus. Mais si on ne va pas chercher le problème à la racine, ça arrivera toujours. Hein. Bien sûr. Oui. Philippe Bilger. À votre avis, est-ce que cette excellente opération à Marseille
dès lors que le président de la République a annoncé qu'elle devrait se poursuivre dans à peu près 10 villes de la même manière, est-ce que, compte tenu de ce qu'est la police aujourd'hui, il serait possible de laisser durablement des effectifs, par exemple à Marseille, et en même temps de mener les opérations souhaitées dans d'autres villes avec la même vigueur, ou est-ce que c'est parfaitement utopique? Sébastien Soulet. Non, mais ça sera pas réalisable. Ça sert à rien de se voiler la face. Vous imaginez bien, en plus, vous avez vu tout ce qui va arriver en France. Nous avons les Jeux Olympiques. La police est déjà très largement prise pour ça. Il y aura des restrictions de congés, donc ça sera pas faisable. Au jour le jour, bien entendu, mais après vous êtes obligé de quitter le quartier. Mais le problème, c'est pas que ça. C'est pas qu'une présence policière. Je pense qu'il va falloir que tout le monde se mette en ordre de marche, parce que la police, elle saisit. Après, il va falloir avoir une réponse quand même judiciaire. Il va falloir s'y atteler. Et puis voilà. Et après, je pense qu'il va falloir responsabiliser, parce que vous en avez parlé. Il y a beaucoup de jeunesse qui est mise en cause, et des jeunes mineurs. Et je pense qu'il va falloir responsabiliser quand même les parents. Au bout d'un moment, ça fait beaucoup. Je crois que s'ils plongent de plus en plus rapidement et au très jeune âge dans les trafics de stupéfiants, je pense que les parents ont quand même un gros rôle à jouer avec ces enfants. Vous avez vivez dans un quartier où il y a des checkpoints, comme nous le disait François Pupponi et comme l'a confirmé Sébastien Soulet. Tiens, venez témoigner au 0826 300 300. Oui, François Pupponi. Je voulais poser la question à M. Soulet. En venant, j'écoutais une radio qui expliquait que ce matin même, à la Castellane, le point de deal s'était remis en place, et lorsque vers 14h les CRS sont arrivés, parce que les conditions d'emploi des CRS fait que voilà, ils ont dû être présents hier, donc ils pouvaient revenir qu'à 14h. Bien entendu, les choufs ont vidé un peu le deal, mais que voilà, on est bien d'accord qu'on aura du mal à assurer une présence permanente. Et si on assure une présence permanente à la Castellane, le deal va se reconstituer à côté. Ailleurs. Voilà. Oui. Voilà. Et donc ça va être un travail de très très longue haleine, d'où la difficulté qui est la vôtre, je suppose, et qui est celle des policiers sur place, quoi. C'est ça, c'est que nous, quand on fait, alors nous, c'était peut-être pas sur des grosses opérations comme ça, même si on en a déjà faites, mais quand vous prenez un trafiquant de stupes, il faut pas s'imaginer que le point de deal va s'effondrer de suite. Une heure après, vous avez déjà quelqu'un qui est mis en place avec tous ses effectifs et toute sa garde rapprochée. C'est comme ça. Ensuite, bien sûr que nous, j'ai connu aussi dans les quartiers nord des CRS avec une présence permanente pendant quelques jours, mais vous pouvez pas la maintenir pendant des mois et des mois. C'est impensable. Allez, 0826 300 300 avec Fabrice qui voulait réagir. Rebonsoir Fabrice. Rebonsoir. Alors à Oloron-Sainte-Marie, c'est plus calme, visiblement. Oh oui, mais ça se déplace, hélas. On n'en est pas encore là, mais on a eu un fait divers il y a pas si longtemps que ça. C'était pas mal aussi, avec fusillade en plein centre-ville, etc. Ah oui. Donc, oui. Donc, hélas, justement, c'est ça le drame, c'est qu'effectivement, on parle de ces grandes villes, etc. Et là, moi, je suis terrifié pour les habitants non plus, justement, parce que pour eux, c'est terrible. Mais il y a ce sentiment d'impunité, justement, qui est oppressant, qui fait que finalement, ça va passer crème, quoi. Et puis que finalement, on cède. On a trop cédé. Et effectivement, la présence policière, si vous la mettez à un endroit, c'est le même principe quand on parle des caméras de vidéosurveillance. Vous mettez des caméras de vidéosurveillance à un endroit, et la délinquance va se déplacer ailleurs. Il n'y a pas de problème. C'est pas ça qui va régler le problème, quoi. Donc c'est vrai que c'est un combat de longue haleine qui va être compliqué à mener, mais il faut surtout, pour moi je pense, j'ai beaucoup de compassion pour les gens des forces de l'ordre de la police qui font le boulot et qui derrière, malheureusement, j'attaque pas Monsieur Bilger, mais c'est vrai que derrière, les gens ont un sentiment que derrière la justice ne suit pas, quoi. Ça ne suit pas, quoi. Et c'est fortement pour les forces de l'ordre, c'est frustrant, quoi. C'est frustrant, et bon courage à eux, vraiment. Et pour les gens dans la population, c'est pareil. On a le même sentiment. On se dit, oui, mais ils ont une impunité, ils recommencent aussi vite, quoi. Voilà. Ça, c'est un vrai drame. Restez avec nous, Fabrice. Pour reprendre les propos de Sébastien Soulet sur la responsabilité des parents, est-ce qu'il faut, à un moment donné, quelqu'un qui aura du courage politique pour aller vraiment dans ce sens? Il y a deux types de familles. On sait qu'il peut y avoir des familles dans des quartiers populaires qui sont étroitement liées au trafic et qui donc doivent être présentées à la justice. Là, ça ne fait aucun doute. Quand elles sont véritablement partie prenante du trafic, toute la famille, ça existe. D'ailleurs, elles sont souvent identifiées. On sait très bien.
je fais le distinguo avec, par exemple, les familles monoparentales, le terme classique pour parler souvent des femmes isolées, qui élèvent leurs enfants, qui sont sur des métiers où elles ne peuvent pas j'en connais, où elles ne peuvent pas télétravailler. Où elles nous disent, laissez-moi terminer, si quand même vous n'êtes pas d'accord, où elles prennent le RERB le matin, où elles reviennent le soir, et certaines ont pu nous dire dans des médias, je n'y arrive plus. Donc on traite souvent de cette aide à la parentalité, c'est un sujet noble, il faut faire le distinguo entre ce qui peut arriver dans une vie, des familles, qui par exemple, j'ai un exemple très précis, qui avait 2 enfants, l'un était totalement intégré, avec de magnifiques résultats scolaires. Non mais c'est pas tout l'un ou tout l'autre, c'est pas et des familles entières de trafiquants et des familles monoparentales. Mais ça fait partie des... Oui, moi et ce qui me choque depuis des années, c'est qu'il y a un mot dont on ne parle plus, c'est la prévention. Oui. Si dans ces quartiers, qui sont la proie des dealers, parce que c'est plus facile d'avoir du personnel à recruter, on n'est pas capable d'occuper les jeunes, de leur donner un avenir, plutôt que de leur permettre de gagner quelques centaines d'euros facilement en travaillant pour les dealers, on va pas y arriver. Et aujourd'hui, on n'en parle plus. Enfin, on voit bien Allez, petit message 0826 300 300 avec Philippe qui nous appelle de Montpellier. Bonsoir Philippe. Bonsoir Philippe. Oui, bonsoir. On vous écoute. Vous pensez qu'il faut légaliser, vous ? Moi, je pense qu'il faut dépénaliser. Je disais à votre assistant tout à l'heure que la sécurité sociale a de gros soucis au niveau du financement, même s'il y aurait beaucoup à dire là-dessus, avec des exonérations des grandes entreprises. Quoi qu'il en soit, on manque de fric. Dépénalisons, l'État prend le contrôle, ne serait-ce que déjà sur des drogues douces, parce que je parle bien évidemment pas de drogues dures, héroïne, cocaïne, etc. Dépénalisons. Votre interlocuteur tout à l'heure du syndicat Alliance disait, on n'aura jamais les moyens. C'est une hypocrisie de dire qu'on va lutter contre ce trafic, c'est de la pipe. Donc on n'a qu'à légaliser, on va faire rentrer des recettes avec du fric, on n'a qu'à faire de la prévention. Déjà. On dépénalise quoi ? Vous dépénalisez le cannabis, c'est ça ? On dépénalise quoi ? Oui. Le cannabis seulement. Ah ouais, et donc qui continue à vendre de la cocaïne et du crack. S'il continue à vendre de la cocaïne et du crack, on fait quoi ? Écoutez, le plus gros du trafic à l'heure actuelle, c'est le cannabis. Non, c'est la cocaïne. C'est la cocaïne. Ouais. C'est de plus en plus la cocaïne. On va faire réagir. Attendez, bougez pas. Oui, allez-y. Allez-y, Philippe. Je regarde un peu autour de moi, en terrasse, dans les rues, je suis à Montpellier, je vois quand même beaucoup de jeunes qui fument des joints dans la rue. Oui, c'est donc, je rêve pas. Philippe, si je vous dis sans consommateur, il n'y a pas de dealer. Écoutez, j'ai mon frère qui était avant dans la police, dans un syndicat concurrent à votre interlocuteur d'Alliance. Et à l'époque, il me disait, il travaillait justement à Marseille, c'était il y a 30 ans, il me disait en fait, on laisse faire le business parce qu'on a Pax Romana. Alors, je crois que j'ai entendu, il y a une émission il y a quelques mois sur votre antenne, après les tirs de Kalachnikov, où je crois que c'était monsieur Muselier qui racontait comment à l'époque, on avait un gros négocié ce bazar pour que les manifestations cessent et tout le business qu'il y avait à Marseille et dans d'autres grandes villes. Tout ça, c'est de la flûte. Bon, voilà. Si on veut faire rentrer du fric et faire de la prévention, commençons par dépénaliser. Le reste, ça se restera des mots doux, de vagues promesses. Et comme disait l'autre, les promesses rendent les enfants joyeux. On calmera le peuple. Merci beaucoup, Philippe. Certaines parties, excusez-moi, ne sont pas prêtes. On n'a plus le temps. Parce qu'ils sont extrêmement rigides. Voilà. Philippe, merci beaucoup pour votre message. Le mot de lapin, de la fin avec Sébastien Soulet. On ne peut pas laisser sans répondre. Sébastien Soulet. En 30 secondes. Oui, je vais le reprendre déjà parce que j'ai pas dit qu'il était impossible sur la lutte des trafics de stupéfiants, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que ça allait être compliqué et qu'il fallait vite se retrousser les manches, comme l'ont dit les magistrats de Marseille. Moi, je pense que c'est une solution qui ne fonctionne pas dans des pays européens qui sont voisins aux nôtres et c'est se voiler la face. C'est-à-dire qu'en gros, on n'arrive pas à lutter contre les trafics de stupes et ce qu'on va faire, c'est dépénaliser le stup. Non, ça, c'est pas entendable. Et il faut pas oublier non plus que c'est pas parce qu'on va le dépénaliser que derrière, il y aura pas un marché parallèle comme l'est actuellement le marché des cigarettes de contrebande. Ça sera exactement la même chose. Vous le toucherez avec un taux de THC qui sera plus élevé que celui que mettra en place l'État, si toutefois c'est dépénalisé. Et ensuite, vous aurez aussi la possibilité d'en acheter plus. Donc, c'est pas entendable pour moi. De toute façon, ils ont besoin de gagner de l'argent, donc ils trouveront des solutions, c'est sûr. Merci beaucoup Sébastien Soulet d'avoir été avec nous, secrétaire zonal adjoint d'Alliance Police pour la zone sud et ex-policier de la BAC Nord. Merci d'avoir été avec nous. Dans un instant, on garde Fabrice, le quiz de l'actu. Et là, ça va être chaud aussi. À tout de suite.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix avec Philippe Bilger, François Pupponi, Olivier d'Artigol et notre auditeur du jour Fabrice. Tout de suite le quiz de l'actu. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et c'est pas la peine d'essayer de tenter de changer les règles à Olivier d'Artigol. Fabrice, c'est vous qui répondez en premier quand vous sentez que vous n'avez pas la réponse, vous dites ouais, j'ai pas la réponse. Allez, voilà. Qui c'est qui l'a dit et ça vaut 2 points. Les bobos qui fument du shit ont du sang séché sur les mains. Fabrice. Aucune idée. Dupont. Bonne réponse, Philippe Bilger, Dupont-Moretti. Dupont-Moretti, ministre de la Justice. 2 points pour Philippe Bilger. Qui c'est qui l'a dit, Fabrice? J'ai mis 2 points. Un qui c'est qui l'a dit à 2 points sur les propositions économiques contenues dans le livre de Bruno Le Maire. Il devrait en parler au ministre de l'économie. Roussel? Non. Macron. Macron, bonne réponse de Philippe Bilger qui avait pronostiqué de faire 2 points pendant la pause et qui est déjà à 15. Vous êtes sûr? Vous êtes sort, tout à fait C'est sort. apocryphe, ça. Et on aurait pu dire 3 points. Excusez-moi, François, dites quelque chose? Vous êtes là, François? Oui. J'ai eu peur, je pensais que vous étiez parti. Non, je suis là. Qui l'a dit? 3 points. Écoutez bien, Fabrice. L'ordre républicain, ce n'est pas simplement la police et la matraque. Fabrice. Mélenchon? Non. Ah, pas loin. C'est le même parti. Bonne réponse. Qui? Adrien Quatennens, député La France Insoumise. 3 points pour Olivier d'Artigol. Qui c'est qui l'a dit à 3 points sur la dette? L'heure de vérité est arrivée. Nous empruntons le même chemin que la Grèce. Non, allez-y. Il a dit Ciotti. Bonne réponse. Non, mais il a dit. Notre auditeur n'a pas pu répondre. Mais il a dit le maire. Il a dit le maire. Il a dit le maire. Et donc François dit Ciotti, il a bon. Mais de toute façon, vous l'aviez pas. Si, j'avais Ciotti. Non, ça va vachement. Non, allez, prouvez-le. Dans le Figaro ce matin. Non, mais on va permettre à François de vous faire pas possible, perdre. ça. Mais c'est pas possible. Quand François se met dans le jeu, c'est sûr que... 3 points, les amis. Qui c'est qui l'a dit? Fabrice, j'espère que c'est pour vous. La fin sur la loi de fin de vie, la solution, c'est lutter contre la douleur, pas de lutter contre la vie. J'ai plus le nom. J'ai plus le nom. Ça pourrait pas être Léonetti. Non, c'est une femme. Une femme. Une présidente. Une présidente. Pécresse. Non. Une ex-présidente de parti. Une ex-présidente de Blonde. Marine Le Pen. Marine Le Pen. Bah oui. Je l'ai dit. Non. Si, je l'avais dit. Vous l'avez pas dit du tout. J'ai dit Marine. Jamais. Il a dit Marine. Mais non. Mais on n'a rien entendu. Vous avez dit Marine Le Pen et il a dit juste derrière La Marine. sonnerie m'a empêché d'aller au bout. N'importe quoi. Rien entendu. Moi, j'ai rien entendu. Allez, Dernière question. C'est un qui l'a dit à 1 point. À 1 point sur la loi Egalim. J'étais au congrès de la Fédération nationale des producteurs de lait. Aucun d'entre eux ne me demande de revenir dessus, mais d'aller plus loin. Fabrice. Le ministre de l'Agriculture. Oui. Marc Fesneau. Il a dit ministre de l'Agriculture. Il l'a dit. Donc, normalement, allez, les scores. Eh bien donc, Philippe Bilger, 4 points, 3 points Olivier Artigol, 3 points François Pupponi, 1 point Fabrice. Je ne valide pas. Je ne saute pas, mon cher Je Olivier. ne valide pas et je vous rappelle que les points des Béarnais s'additionnent. On est n'importe quoi. Non mais l'autre, il a perdu le sens du commun, ce garçon. Fabrice, merci d'avoir joué avec nous. Merci à vous, Fabrice. Merci de la qualité de vos propos, en tout cas. Macron a vraiment. On vous embrasse. Oui, c'est possible. Oui, c'est dans le canard. Mes amis, dans 10 minutes, le tour de table de l'actu des vraies voix avec Philippe Bilger. On parle de quoi dans un instant? LFI participe au débat du 30 mai. Avec vous, votre tour de table de l'actu, François Ça sera Pupponi. la déclaration de M. Elongabé, qui a tué Yvan Colonna, qui a fait une lettre au magistrat. Et avec vous, Olivier d'Artigol. Les propos récents de Bruno Le Maire sur la gratuité, qui n'est pas gratuite, mais justement nous la payons, et je vous ai trouvé de nouvelles recettes fiscales. Très bien, merci beaucoup, c'est une bonne nouvelle. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On est ravis de vous retrouver comme tous les jours de 17h à 19h. On en profite pour vous remercier largement pour les audiences digitales incroyables. De février, oui, 3,4 millions d'auditeurs en numérique au mois de février. Un record, plus 101%.
versus février 2023. Et vraiment, merci encore à toutes et à tous d'être chaque jour plus nombreux à écouter et à regarder, puisque maintenant la radio, ça se regarde aussi, Sud Radio. Absolument. Avec nous aujourd'hui, Philippe Bilger, François Pupponi et Olivier D'Artigol. Et vous, au 0826 300 300. Dans un instant, vous avez la parole avec Félix Mathieu. De quoi parle-t-on ? On va parler de l'espoir dans la lutte contre la mucoviscidose avec une association qui fête ses 20 ans d'existence et qui va nous parler de ce médicament qui change la vie de beaucoup de patients depuis 2 ans et demi maintenant. Et je voudrais pousser un coup de gueule sur le grand n'importe quoi des ZFE, qui est l'autre face du grand n'importe quoi des DPE, zones de faible émission et diagnostic de performance énergétique, les uns pour les véhicules, les autres pour les appartements et les maisons. Résumons la situation. On nous a annoncé avec tambours et trompettes il y a quelques années que les agglomérations allaient être interdites aux véhicules polluants, la vignette critère faisant foi. Devant le tollé provoqué et l'inapplicabilité du processus, l'affaire est devenue un grand n'importe quoi où on repousse mois après mois et où il n'y a aucune uniformité sur le territoire national. Ainsi, si vous allez de Bordeaux à Toulouse ou de Marseille à Nice dans la même journée, vous pourrez peut-être circuler dans une agglomération, mais peut-être pas dans l'autre. Bienvenue au royaume du Pérubu. Le gouvernement est tellement convaincu de l'intelligence des ZFE que le ministère de la Transition écologique a annoncé hier que les métropoles de Marseille, Strasbourg et Rouen, où la qualité de l'air s'est améliorée, pourront choisir de laisser circuler les véhicules critère 3 dans les ZFE au-delà du 1er janvier 2025. Ceux qui ont investi dans une voiture électrique hors de prix ont dû apprécier. On pourrait faire le même reproche aux DPE qui, en empêchant de louer certains biens, amplifient la crise du logement. Ce serait pas mal quand même pour nos politiques de réfléchir un peu avant de pondre des lois aussi idiotes qu'inapplicables. N'est-ce pas, Philippe Bilger ? Vous tenez vraiment à ce que j'ajoute de la confusion à un sujet déjà complexe. Alors, vous n'avez rien compris en clair. Passer mon tour. Tiens, le législateur, François Pupponi. Alors, le problème, c'est quand on vote depuis quelques années des grandes lois environnementales, il y a aussi beaucoup de communication. Et après, le problème, c'est la manière dont les lois sont faites. Parce qu'il faut normalement faire des études d'impact, regarder. Et malheureusement, c'est pas toujours le cas. Je reprends l'exemple du DPE. En votant la loi, tout le monde savait que si on prenait toutes les entreprises du bâtiment de France, on était dans l'incapacité d'appliquer. Voilà. Donc, ce sont des espèces de lois qui sont des lois où on dit voilà ce qu'il faudrait faire, en sachant que 3-4 ans après, on va dire aux gens, bon, on va pas le faire tout de suite. Il y avait eu le même problème, rappelez-vous, pour les ascenseurs, qu'on devait mettre aux normes, absolument, et qu'on n'arrivait pas à mettre aux normes parce qu'il n'y avait pas d'entreprise. Voilà, l'entreprise. Voilà, donc c'est à la fois, on veut être... On veut avancer, on veut montrer la voie, et puis après, le principe de réalité s'impose. Quand le gouvernement ne veut pas passer par un projet de loi pour éviter l'étude d'impact, il peut passer un coup de téléphone à son groupe parlementaire et dire vous faites une PPL, comme ça, il n'y a pas de... C'est une technique. Oui, bien sûr. Mais sur les ZFE, j'ai souvenir de nos débats ici, combien on a été à dire ça ne pourra pas tenir. Voilà. Par contre, je pense à ces personnes qui, dans le périurbain, qui ne peuvent pas se passer de leur voiture, ont vu ça, le couperet tomber, ont parfois fait un investissement ou étaient vraiment dans la panade. C'est l'exemple même d'un dysfonctionnement dans la décision politique. Pas que le périurbain, les banlieusards. Tu as raison. Oui, bien sûr. Parce que le Grand Paris avait rendu... Enfin, on pouvait plus... Bientôt, on n'allait plus pouvoir rentrer. Donc, les banlieusards, qui souvent n'ont que les moyens d'acheter des vieilles voitures pour aller travailler, n'auraient plus le droit d'accéder à leur emploi, et eux, ils n'avaient pas les moyens d'acheter d'autres voitures. C'est une aberration totale. Allez, vous avez la parole avec Félix Mathieu, direction... les Pyrénées-Orientales. Les Pyrénées-Orientales, je cherchais, pardon. Oui, pour parler de l'espoir dans la lutte contre la mucoviscidose avec une association qui fête ses 20 ans. Mucovis 66, c'est l'association de lutte contre la mucoviscidose dans les Pyrénées-Orientales. Donc bonsoir Stéphane Mathieu. Bonsoir à tous, bonsoir. Président de cette association Mucovis 66, merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio et bon anniversaire. Donc alors justement, si vous vous retournez sur ces 20 ans de combat, il y a du chemin de parcouru quand même, notamment avec l'apparition assez récente de ce nouveau médicament. Alors pour tout vous dire, merci de me donner la parole parce que 20 ans, oui, alors c'est un anniversaire si on veut, mais c'est beaucoup de combats, beaucoup de mobilisation, beaucoup d'énergie avec tous les partenaires, les parrains, etc. Mais c'est vrai qu'on était tous accrochés à au moins de trouver un médicament qui puisse justement stabiliser l'évolution de la maladie au niveau pulmonaire et puis au niveau digestif. Et c'est vrai que depuis 4-5 ans, on voyait un médicament qui était aux États-Unis, qui était au laboratoire Vertex, qui avait développé le Kaftrio et qui avait vraiment de très très bons retours, c'est-à-dire que ça stabilisait l'évolution de la maladie et ça jouait justement sur la protéine qui est défectueuse dans la mucoviscidose. Donc nous, on s'est vraiment battu avec l'association
l'association Vaincre la mucoviscidose, Grégory Le Marchal, pour pouvoir pousser justement ce médicament qui soit pris en charge par la France, en fait, au niveau de la sécurité sociale. Et on en a beaucoup parlé, Philippe, tu es au courant de tout ça. On s'est battu vraiment avec toutes les associations. Et enfin, depuis 2 ans et demi, tous ces enfants qui sont touchés par la mucoviscidose, qui souffrent de cette pathologie, peuvent à 70%, parce que c'est une mutation bien spécifique, donc ils peuvent en bénéficier. Donc c'est délivré sous forme de comprimés à vie. C'est une trithérapie et ça réduit nettement les effets de la maladie. C'est vraiment, moi je vois au niveau de mon fils, il va sur ses 23 ans et les infections pulmonaires particulièrement invalidantes. Ce médicament, c'est une révolution capable pour certains patients de transformer la muco en pathologie chronique et stabilisée. Donc vous voyez où on en est, quoi. Ça change vraiment la vie. Ouais, franchement, vraiment. Bon, c'est pas un médicament, on dit miracle, mais c'est pas un médicament qui guérit la mucoviscidose, mais on a fait déjà un grand pas, quoi. On avait beaucoup d'espoir là-dessus et on est vraiment ravis qu'on puisse au moins fêter ça, cette avancée, quoi. C'est vraiment cette grande avancée. Qui a inventé ce produit miracle ? Alors c'est aux États-Unis, c'est le laboratoire Vertex qui l'a développé et qui l'a mis sur le marché. Mais bon, moi j'avais commencé au niveau de l'association à soutenir le professeur Beck au CNRS de Poitiers. Alors la molécule s'appelait le Migusta à l'époque, qui était capable de modifier le gène dans la maladie. Donc on a donné tous nos fonds pour aider ce chercheur. Malheureusement, ça n'a pas abouti au niveau des étapes. Mais ça vient des États-Unis, oui peut-être, mais c'est pour nos enfants, c'est vraiment l'important, c'est que ça fonctionne. Et maintenant, l'espoir, c'est aussi pour les 30% qui restent, parce que vous disiez, il y a 70% de patients éligibles, reste donc ces 30% pour qui on n'a pas encore de traitement équivalent. C'est ça, c'est ce que j'explique depuis très longtemps. C'est-à-dire que les enfants entre 6 et 11 ans font l'objet c'est un long combat qu'on a eu justement c'était un soulagement pour nous qu'ils puissent bénéficier de ce médicament. Alors, à titre d'info, il y a 700 nouveaux patients qui ont bénéficié de cette thérapie innovante en passant entre 6 et 11 ans. Et depuis le premier trimestre 2023, c'est quand même 5000 personnes qui peuvent justement accéder à ce médicament. Mais il y a toujours ce fameux pourcentage. Alors, c'est des mutations bien spécifiques au niveau de la mucoviscidose qui sont assez complexes. Et malheureusement, ce médicament ne fonctionne pas. Donc, je voudrais continuer, moi, pour tous ces enfants et qu'on lâche pas et tant qu'on n'a pas trouvé, quoi, pour eux. Voilà. En tout cas, on est très heureux. Et on vous soutient bien évidemment. Pour qui ça fonctionne. Merci beaucoup, Stéphane Mathieu, d'avoir été avec nous, président de l'association de lutte contre la mucoviscidose des Pyrénées-Orientales, Mucovis 66. Merci, Félix Mathieu. Vous restez avec nous dans quelques instants. Le tour de table de l'actu de Nos Vraies Voix avec Philippe Bilger. Eh bien, LFI participera le 30 mai au débat sur CNews. Et avec vous, Olivier d'Artigol ? J'ai résolu tout seul, avec mon petit cerveau, l'équation budgétaire. C'est réglé. Bon, d'accord, c'est une bonne nouvelle. La lettre récente de l'assassin d'Ivan Colonna remettant en cause sa première version. On en parle dans un instant. On est ravis de vous accueillir et merci de votre fidélité. À tout de suite. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On espère que vous allez bien, on ne sait pas où vous êtes. Dites-nous où vous êtes. Vous êtes dans votre voiture, vous êtes au bureau, vous êtes à la maison. On aimerait bien vous connaître, connaître nos auditeurs. Philippe bien sûr, on en connaît déjà certains. Ils peuvent d'ailleurs nous appeler pour se faire connaître au 0826 300 300. Ils vont vous faire quoi? Ils vont vous dire bonjour, c'est moi? Bah oui, c'est ça. Ah d'accord, très bien. Okay, Puis Philippe Bilger répondra bonjour, même ceux qui sont d'accord avec nous, à la rigueur. Oui, il y en a peut-être pas beaucoup. J'espère qu'il y en a quelques-uns. On va voir s'ils sont d'accord avec vous. On pourrait appeler les 4 qui approuvent Françoise Legois. Ah oui. J'espère qu'elle ne m'écoute pas, Françoise. Françoise, elle est là, elle arrive. Allez, tout de suite, le tour de table de l'actu des Vraies Voix. Oh, dites, je vais envoyer les actualités. Vous venez les voir dans la cabine? Je vais vous raconter une histoire pas banale. Et vous me racontez pas votre petite journée? On a assez perdu de temps comme ça. Le tour de table de l'actualité. Et votre tour de table, c'est sur Raphaël Glucksmann qui, contrairement à LFI, ne veut pas aller sur CNews pour débattre. Oui, alors j'ai appris ce matin, et j'espère que c'est exact, sinon je me verrais mal présenter une mauvaise information à Sud Radio, que LFI participera au débat du 30 mai sur les européennes sur CNews. Et j'y vois quelque chose d'intéressant sur le plan de la forme déjà, parce que je pense que si cette décision est confirmée, c'est une manière de ridiculiser un petit peu Raphaël Glucksmann qui pour le Parti Socialiste et Marie Toussaint qui pour les écolos ont dit qu'ils ne participeraient pas à ce débat. Ce
Ce qui m'amuse un tout petit peu, c'est que Marie Toussaint, pour les écolos, a trouvé comme seul moyen de se faire connaître comme tête de liste des écolos, le fait de ne pas participer au débat sur CNews. En dehors de ça, je crois pas qu'on en parle beaucoup, objectivement. Raphaël Glucksmann, c'est un peu plus étoffé et substantiel, mais si LFI le fait, quel que soit le motif, c'est bien. Olivier d'Artigol. Là où je ne comprends pas, il y a véritablement un hiatus. On peut penser ce qu'on veut de CNews comme de l'ensemble des autres médias, qu'ils soient privés ou publics, mais comment tenir un propos très exigeant sur le pluralisme tout en ne participant pas à des débats qui justement l'organisent. Il y a 7 à 8 millions de personnes qui regardent CNews tous les jours. Sur la semaine passée, c'était la première chaîne d'info nationale. C'est aussi une forme de, si ce n'est de mépris, de mise à distance des personnes qui regardent la chaîne. François Pupponi. Moi, je suis à la fois effaré, mais pas surpris, parce que je découvre, y compris chez mes anciens camarades, mais là, c'est même pas une interview de CNews. C'est un débat sur CNews, où il y a toutes les têtes de liste. Toutes les têtes de liste, et donc c'est un débat. Bon, et on dit, je veux même pas participer au débat. Enfin, je refuse de participer au débat. Bon. Je comprends même pas la logique, si ce n'est, c'est de grappiller quelques voix. Mais en termes de démocratie, de respect de la liberté d'expression, c'est la négation complète de ce qu'on doit défendre à gauche, c'est-à-dire la liberté d'expression, la liberté tout court. Donc moi, je suis. Alors par contre, hier j'étais sur CNews et il y avait Emmanuel Morel. Ah oui. Qui lui, ancien socialiste, candidat sur la liste du Parti communiste, un frondeur, voilà, et qui n'avait aucun problème à venir. Il est sur la liste de Fontaine. Il est numéro 3 du. Voilà. Donc on voit bien qu'à gauche, tout le monde n'a pas ses positions, et quand on connaît un peu Raphaël Glucksmann, qui me donnait le sentiment d'être quelqu'un, qui a quand même un parti qui s'appelle Place Publique. Hier soir, sur un changement... pas venir discuter dans une agora, c'est particulier. Hier soir, sur un changement de plateau, il y avait Stéphane Le Foll sur le plateau qui suivait. Bien sûr. Et je sais que la décision, ça a été ric-rac, mais des dirigeants socialistes n'approuvaient pas cette décision de Glucksmann, qui a beaucoup pesé dans l'arbitrage final. Peut-être que les choses vont c'est le 30 changer. mai, peut-être. Olivier d'Artigol, alors c'est intéressant parce que vous avez des propositions à faire. Oui. On sent en vous le futur ministre. Je tenais à rassurer Bruno Le Maire, c'est réglé. D'abord, il m'a vraiment agacé sur la question de la gratuité en disant la gratuité, c'est fini, etc. Il n'y a pas de gratuité. La gratuité n'est pas gratuite, mais par exemple, quand une collectivité, récemment Montpellier, bascule dans la gratuité des transports en commun, ça a un coût. C'est le coût de la billetterie, qui est une part négligeable. D'ailleurs, c'était 15% pour Montpellier. Mais il y a les contributions entreprises, il y a aussi des collectivités qui aident pour cette mise en gratuité. C'est une décision politique, mais elle n'est pas gratuite. C'est payé par les impôts, par les salariés, par les entreprises. Mais je me surprends à voir, d'abord les 10 milliards comme ça, 10 cette année et 20 l'année prochaine. Oui. Je me surprends que les 10 comme ça, ils passent sans un projet de loi des finances rectificatif. On peut, mais ils pouvaient pas faire davantage. Là, pour le Parlement, c'est pas terrible. Mais je ne comprends pas pourquoi il y a un tel tabou aujourd'hui sur de nouvelles recettes. C'est-à-dire qu'on peut aller taper sur les allocations chômage. Vous savez, il y a un chômeur sur deux qui ne reçoit pas d'allocation. La moyenne des indemnités chômage, elles sont à 900 000 euros. Il n'y a pas beaucoup de gras. On peut aller taper sur les franchises médicales. On peut aller taper sur les maladies longue durée. Mais il y a une réflexion à avoir sur de nouvelles recettes. Y compris le président du groupe Modem à l'Assemblée nationale, Jean-Paul Mattei, dit mais on pourrait aller vers une mise à contribution, même temporaire, du revenu du capital qui atteignent des records. Il y a aujourd'hui, je sais, je veux pas vexer et choquer, mais il y a à peu près 170 milliards d'aides aux entreprises. Certaines aides aux entreprises sont très positives, mais certaines, ce qu'on appelle des niches, ne le sont pas toujours. Il y a le crédit impôt recherche que François connaît bien, qui est à peu près à 7 milliards. Tous les spécialistes de cette question-là, ce crédit impôt recherche, était décidé au temps où l'impôt sur les sociétés était encore à 33%. Aujourd'hui, il est à 25%. Et donc, il y a à peu près 1 ou 2 milliards à aller gratter sur ce crédit impôt recherche. Il y a aujourd'hui des rachats d'actions qui sont à 30 milliards. On nous annonce pour l'année prochaine plus de 60 milliards de dividendes. Et les rachats d'actions sont quelque chose qu'il faudra débattre. Je dis simplement
que le fait d'imposer une camisole de force sur on ne pose pas la question de nouvelles recettes va nous mettre sur un toboggan où chaque année il va falloir rogner, il va falloir mettre des coups de rabot, des coups de hache comme disent d'autres personnes, et je pense que ça n'est pas quelque chose d'efficace dans la durée. Moi je crois que je peux entendre sur les recettes, mais malheureusement c'est ce qu'on fait depuis 30 ans. C'est que parce qu'on n'ose pas faire les économies qu'il faut faire, on trouve des nouvelles recettes et puis on fait quelques petites économies pour dire aux gens. Et en fait, on ne règle pas le problème de le déficit structurel. Bon. Moi, j'ai été membre de la commission des finances et les grandes masses du budget de l'État, on les connaît, sont 400 milliards les dépenses sociales, c'est 80 milliards l'argent qu'on donne aux collectivités locales et c'est 40 milliards pour le logement. Voilà. Oui. Ça, et avec, donc, quand on additionne tout ça, ça fait quelques centaines de milliards. Et on dit, il faut à un moment couper net. Bon. Et moi, je pense sincèrement que le président de la République, qui ne pourra pas se représenter dans 3 ans, est capable, lui, à un moment de dire je le fais. Ça va faire mal. Hein. Il avait déjà commencé sur le logement avec les 5 euros sur les APL en disant je coupe. Il est capable de dire non, stop. Voilà, il y a 20 milliards, il nous faut 30 milliards, on coupe. Parce que après, j'entends ce que tu proposes, mais globalement, on n'est pas à la hauteur de ce qu'il faudrait faire. Et la fameuse grande coupe sombre dans certaines grandes masses budgétaires, je pense que le moment est venu. Ça va être terrible et douloureux. Je ne sais pas s'il n'y aura pas de la casse sociale derrière, sûrement, mais peut-être que nous allons devoir le vivre. Ce qui m'intéresse, François, c'est l'opinion du nouveau ministre des Finances, Olivier d'Artigol. En fait, Olivier... Je veux bien passer la parole à mon ministre de l'Intérieur. Mais sérieusement, pourquoi ce qui apparaît comme une solution assez facile, beaucoup de gens, même de droite, sont sans doute persuadés que là, il y a des richesses qui pourraient être légèrement ponctionnées. Pourquoi on n'y va pas? Est-ce qu'on craint de démobiliser un appareil de richesse? Est-ce que c'est un renoncement pour Macron? Quel serait votre avis là-dessus? J'y vois quand même un choix idéologique. Oui. C'est un renoncement pour Macron. J'y vois quand même un choix idéologique. Pourquoi taper les pauvres alors qu'ils sont pauvres? Parce qu'ils sont plus nombreux, pour reprendre une formule célèbre. Il y a les arbitrages des agences de notation qui vont arriver en avril, mai, et je sens une très grande fébrilité dans l'exécutif sur les décisions qui seront prises par ces agences de notation. Et j'ai vraiment le sentiment qu'aujourd'hui, le débat est corseté, alors que on pourrait aller vers un débat beaucoup plus ouvert, même si les options que je propose ne sont pas retenues. Mais ce débat n'existe pas, y compris au Parlement, où dès que la question de nouvelles contributions, de nouvelles recettes est mise sur la table, il n'y a pas de véritable échange. Ce qui est intéressant, c'est de voir quelqu'un comme Jean-Paul Mattei, que tu connais, fait des propositions. Vous savez, c'est pas un zadiste, c'est pas véritablement un insoumis. Mais il dit, vu les revenus du capital aujourd'hui, et ce qui se passe, une contribution temporaire, je suis fidèle à ses propos, pourrait être envisagée. Je pense que pour Macron, c'est un dogme. Et pour lui, le renoncement est impossible à ce sujet-là. Merci beaucoup. Dans un instant, on reviendra sur le meurtrier de Yvan Colonna, qui a rédigé une lettre avec François Pupponi. On en parle dans un instant. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix, on est ensemble jusqu'à 19h. François Pupponi est avec nous, Olivier d'Artigol et Philippe Bilger. Et avec Philippe David, bien sûr, on est ravis de vous accueillir pour la suite du tour de table de l'actu des Vraies Voix avec une personnalité emblématique, Yvan Colonna. Oui, voilà. Donc là, il y a une nouvelle qui est sortie aujourd'hui. Elon Gabé, qui a tué Yvan Colonna, a rencontré le magistrat qui a instruit le dossier et a déclaré qu'en fait, contrairement à ses premières déclarations, c'était pas pour des raisons liées à l'islam, puisqu'il avait dit à l'époque que Colonna avait insulté le prophète, etc. Il dit carrément qu'il a été mandaté par des agents de la DGSI. Il a écrit ses propos pour confirmer ce qu'il avait dit au magistrat instructeur. Voilà. Attendez, il faut bien entendu prendre avec beaucoup de précautions les déclarations d'un individu dont tout le monde dit qu'il est dans des conditions psychologiques très particulières. Mais à côté, moi je connais bien le dossier puisque j'avais rencontré Yvan Colonna en tant que parlementaire 15 jours avant son assassinat. Et justement, à l'époque, on travaillait au retour de ce qu'on appelle le commando Érignac, puisqu'ils avaient fait pour les uns 20 ans, 25 ans de prison. Et donc l'idée, c'était qu'ils puissent finir leur peine près de chez eux, en Corse, comme globalement la loi le permet, et ce qui leur était interdit et refusé.
Voilà, et vous lui annoncez à Yvan Colonna que quelques temps après, il va pouvoir rentrer en Corse. Et puis, 15 jours après, quelqu'un le tue. Bon, dans les conditions qu'on connaît, c'est-à-dire qu'un gardien de prison ouvre la porte à Elongabé alors que Colonna faisait de la musculation dans un local fermé. Il ouvre la porte, le gardien de prison, il ouvre l'entrevue, il laisse rentrer Elongabé, il s'en va un quart d'heure, il revient après. Bon. Donc tout ça laisse un sentiment terrible. Encore d'ailleurs, et rappelez-vous les événements qui avaient suivi l'assassinat d'Yvan Colonna avec un embrasement. Voilà. Donc cette lettre, ça peut être soit de la manipulation pour continuer à nourrir le complot possible pour certains, voilà, les rumeurs. Et donc, il faudra qu'un jour on connaisse la vérité, parce qu'en tout cas, on sent bien que c'est un sujet extrêmement sensible et qui perturbe vraiment le processus, y compris qui peut perturber le processus politique actuellement engagé par le président de la République vers l'autonomie. Parce que si les émeutes, les événements repartent dans la violence en Corse, c'est la fin du processus engagé par le président de la République. Donc tout est possible. Est-ce qu'à votre avis, François, le fait que Elongabé ait remis cette lettre là, dans cette période précise, ne démontre pas qu'il est instrumentalisé par quelqu'un? Bien sûr, en tout cas, les avocats de la famille d'Yvan Colonna ont tous eu la même réaction en disant, attendez, voyons ça avec beaucoup de recul. Bon. Mais ce qui est terrible dans les analyses qui sont faites, y compris par les services pénitentiaires, c'est oui, mais faites attention, c'est un individu qui est complètement irresponsable, qui n'est pas là, son discernement avait été altéré. Mais on leur dit, mais attendez, si cette personnalité-là, pourquoi était-il auxiliaire de justice ? Pourquoi dans cette prison on lui a donné des responsabilités pour aller partout? Voilà. Et donc à chaque fois qu'on essaie de justifier qu'il est un peu incontrôlable, on dit mais il devait sortir. Elongabé devait sortir 1 an plus tard. Bon. Et on le savait même avant Colonna. Voilà. Et donc tout ça fait que c'est très très bizarre. Merci beaucoup en tout cas François Pupponi. Vous restez avec nous dans un instant. Le coup de projecteur des vraies voix sur ces élections européennes avec un sondage Ipsos mené dans 18 pays d'Europe qui montre qu'un député sur 5 pourrait représenter l'extrême droite au futur Parlement européen, Philippe. Alors parlons vrai. Est-ce qu'outre la France, c'est toute l'Europe qui se droitise? La faute à qui? À l'échec de l'UE ou aux crises migratoires à répétition? Parlons vrai. Est-ce que c'est un vote d'adhésion ou un vote protestataire? Européenne, la poussée à droite vous semble-t-elle inéluctable? Vous dites oui à 90%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et Luc Rouban est avec nous, directeur de recherche CNRS au Centre de recherche politique de Sciences Po et auteur de ce livre Les racines sociales de la violence politique aux éditions de l'Aube. Bonsoir, merci d'être avec nous. Est-ce que finalement le poids des partis de droite radicale va-t-il pouvoir se monnayer très cher au Parlement européen? Oui. On en parle dans un instant. Merci. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Merci Sud Radio. 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Dernière ligne droite des vraies voix avec Philippe Bilger, avec François Pupponi et Olivier d'Artigol. Et bien sûr, ensemble avec Philippe David jusqu'à 19h. Tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Quelles conséquences aurait selon vous la victoire de l'extrême droite le 9 juin? C'est l'enlisement définitif de l'Union européenne. Eh bien, je choisis le Rassemblement national sur la liste de Jordan Bardella. C'est difficile pour la gauche. Nous nous tournons vers des partis qui se désintéressent complètement de l'Europe. Pendant plusieurs années, j'ai été au cœur des institutions de l'Union européenne et j'ai pu mesurer l'urgence qu'il y a à agir contre l'immigration illégale. Les élections européennes, c'est une élection proportionnelle à un tour. Chaque voix compte. Un nouveau sondage prédit une percée inédite de la droite radicale aux élections européennes en juin prochain. Selon Ipsos, les groupes parlementaires auxquels appartiennent le RN ou les Reconquêtes pourraient gagner une trentaine de sièges à eux deux. Alors parlons vrai, est-ce qu'outre la France, c'est toute l'Europe qui se droitise aujourd'hui? La faute à qui? Aux échecs de l'Union européenne ou aux crises migratoires à répétition? Est-ce que pour vous c'est un vote d'adhésion ou un vote sanction? Et à cette question, européenne, la poussée à droite vous semble-t-elle inéluctable? Vous dites oui à 90%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et notre invité ce soir, Luc Rouban, est avec nous, directeur de recherche CNRS au Centre de recherche politique de Sciences Po et auteur du livre Les racines sociales de la violence politique aux éditions de l'Aube. Merci d'avoir accepté notre invitation, Philippe Bilger. Cette percée de la droite radicale, on y croit? Comment dire, je suis toujours impatient de poser une question, mais je vais attendre mon tour parce que
évidemment, j'ai la modestie de considérer que nos invités en savent plus que nous. Et c'est le cas. Mais je me demande si, au fond, le fait qu'aujourd'hui, il y ait un retour très clair des nations, c'est-à-dire une volonté politique de s'occuper immédiatement de ce sur quoi on a prise, je me demande si ce retour des nations ne va pas entraîner sur le plan européen une sorte de changement radical de vision qui fera passer l'Europe non plus seulement comme un lieu d'espérance, d'ailleurs très largement démenti, mais comme un univers de difficultés à résoudre. Comme si au fond ça devenait non plus une sorte d'utopie, d'ailleurs largement battue en brèche, mais une sorte de domaine où le réalisme va l'emporter, d'où peut-être le retour de cette droite européenne et pragmatique. Olivier d'Artigol. On a en effet un sondage, je pense que c'est dans les pages du Figaro, une projection, on connaît la situation en France. Aujourd'hui, les sondages, si on fait l'addition entre les listes Bardella, les listes Reconquête et Dupont-Aignan, ça atteint les 40%. Ce qui est intéressant dans l'étude qui a été donnée, c'est qu'on est parfois franco-français, on a du mal à regarder au-delà, mais on voit bien qu'il y a un processus européen électoralement qui peut amener en effet à une poussée de cette sensibilité politique sans qu'elle ne puisse peut-être parvenir à renverser totalement la table dans les projections qui sont faites, parce qu'une alliance, disons, social-démocrate, démocratie chrétienne et droite libérale, disons, traditionnelle, peut tenir. Là où c'est intéressant de réfléchir, c'est de quoi tout cela est-il le nom. Et je pense que c'est multifactoriel. Il y a bien évidemment une crise, je pense vraiment, du projet européen, de l'imaginaire européen dans ce qu'il peut porter, de sa capacité à répondre concrètement à des sujets qui le sont tout autant. On en a fait l'expérience avec la crise agricole dans notre pays. Et puis, je sais qu'on n'aime pas ce terme-là, mais il y a en effet une question, si ce n'est identitaire, une question culturelle sur un débat qui existe en France et dans d'autres pays européens sur l'idée, je vais le résumer comme ça, quel avenir pour nos sociétés. François Pupponi. Je pense qu'effectivement, ce qui se passe, c'est à la fois des crises dans les États-nations, qui prennent plusieurs formes, avec des crises économiques, morales, politiques. Et donc les gens ne s'y retrouvent plus avec le personnel politique traditionnel historique. Et enfin, quand on voit effectivement, Julien vient de le dire, le total des voix possibles pour l'extrême droite de notre pays, 40%, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais imaginé. Voilà, bon. En tout cas, ça veut dire quelque chose. C'est révélateur de quelque chose. Et sincèrement, y compris les projections pour les prochaines présidentielles, à 3 ans de l'échéance, mais commence à laisser penser qu'il peut se passer un événement que personne ne pouvait supposer réel il y a encore quelque temps. Et puis, l'Europe ne s'incarne pas, quoi. L'Europe ne s'incarne pas. Enfin, les pays, les différents États, enfin, les populations des États nationaux ne comprennent plus ce qui se passe à l'Europe. C'est très loin, c'est incompréhensible. Voilà, on l'a vu effectivement, Olivier l'a dit sur la crise de l'agriculture. Tous les agriculteurs européens, quasiment, sont en train de se soulever. Et au niveau européen, on continue les accords avec des pays, les décisions qui vont mettre en péril notre agriculture, etc. Donc ce décalage fait qu'effectivement, quand on regarde ce qui se passe dans les pays, le risque réel d'une droitisation, pour pas dire d'une extrême droitisation des différents personnages politiques est réel. Et donc on se dit, mais où va-t-on ? Voilà. Que se passe-t-il ? Comment tout ça va finir ? Et l'inquiétude est réelle. Luc Rouban, pour faire le juge de paix entre Philippe Ligère, Olivier d'Artigol et François Pupponi, faire la synthèse un peu à la François Hollande. Bon, écoutez, donc je vais faire une synthèse, mais je vais essayer peut-être de dépasser la synthèse. C'est-à-dire que simplement, je dirais 2 choses. J'ai regardé attentivement les résultats de ce sondage et c'est quand même très intéressant de voir qu'effectivement, il y a une poussée des droites radicales, mais qu'elle joue davantage en faveur, je dirais, d'une forme de nouveau conservatisme, plutôt qu'en faveur du populisme. On le voit nettement, d'après le sondage. Par exemple, la Lega en Italie serait à la baisse, alors que Fratelli d'Italia, qui sont beaucoup plus modérés, beaucoup plus européens, sont en hausse. En Pologne, le PIS serait à la baisse, lui, il est populiste. Donc en fait, on voit apparaître, émerger plutôt une droite, je dirais oui, conservatrice. On sort du populisme. Hein, donc bon, ça c'est un premier point. Deuxième point,
c'est vrai qu'on va vers le blocage de l'Union européenne. Pourquoi? Parce que tous les scénarios de coalition, il y a 720 députés européens, donc il faut avoir une majorité absolue de 361. Donc il y a différents scénarios qui sont envisagés, notamment dans la note d'Ipsos pour Euronews. Mais on voit bien que tous ces scénarios ne tiennent pas. C'est-à-dire que le seul scénario qui serait valable serait le scénario qui associerait à la fois les chrétiens démocrates du PPE, qui restent très puissants, le premier groupe, avec les socialistes et les progressistes, qui restent aussi très puissants, c'est le deuxième groupe, et avec Renew Europe, c'est-à-dire le centre-droit. Bon, autant dire un machin qui serait très centriste, bon, voilà. Sinon... Ce serait la coalition française peut-être faite par Macron depuis 2017, mais au niveau européen, en clair. Oui, sauf avec les socialistes. Il y a eu beaucoup de socialistes qui ont rallié Macron aussi. Oui. Voilà, et sans doute peut-être avec le même succès, c'est-à-dire qu'on arriverait à du en même temps, et ça, au niveau de l'Europe, maintenant, ça va vraiment être problématique parce qu'il va falloir prendre un certain nombre de décisions concernant à la fois l'environnement, les grandes politiques agricoles, la relation à l'OTAN, etc., etc. Donc, problème de blocage, problème de coalition, et c'est vrai, blocage aussi pour les groupes, que ce soit le groupe Identité Démocratie, donc de droite radicale, auquel appartient le Rassemblement National, qui va certainement progresser, qui va prendre plus ou moins le contrôle de ce groupe au niveau du Parlement européen, et aussi blocage du côté du deuxième groupe, c'est-à-dire les conservateurs et réformistes européens, où vous trouvez notamment d'autres forces d'extrême droite ou de droite radicale. Donc il y aura un blocage, c'est-à-dire un mécontentement général, et ça c'est un vrai problème, parce que ça c'est l'amorce d'une forme de rejet plus général encore de l'Union européenne, l'abandon d'un projet qui était plus ou moins fédéraliste à terme, et qui était plus ou moins propulsé par Emmanuel Macron, et dans le fond le retour peut-être au mieux sur des programmes intergouvernementaux européens à l'ancienne, au pire vraiment une crise profonde. Donc je suis assez pessimiste. Philippe Bilger. Luc Rouban, la distinction que vous faites et qui voit selon vous plutôt l'hégémonie, enfin c'est trop dire, la domination de la pensée, de la vision conservatrice plutôt que de la conception populiste, est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura pas une tendance qui modifiera radicalement l'esprit européen? Est-ce qu'on se situera dans le système d'aujourd'hui avec des aménagements, mais pas avec les ruptures que d'aucuns souhaitaient? Écoutez, moi je ne pense pas qu'avec si vous voulez, si on arrive à cette situation qui est envisagée par un sondage, mais je pense que ce sondage est fiable et je pense qu'on arrivera à peu près à cette situation. Mais disons, admettons que cette situation soit celle qui sera retenue le 9 juin par les électeurs, il faut bien comprendre qu'on va arriver à une solution, je dirais, de pis-aller, c'est-à-dire qu'en fait il n'y aura pas une réinvention de l'Europe, on n'aura pas un éclatement de l'Europe, mais on aura beaucoup de questions qui resteront en suspens. Et je pense que... Alors, le problème de fond, si vous voulez, c'est que ces élections européennes, c'est le résultat, c'est, je dirais, le point terminal de tout un processus électoral qui se joue pays par pays, mais avec des considérations très différentes concernant les relations de chaque pays avec l'Europe. Donc en fait, derrière, il n'y a pas de conception unique. Donc déjà au niveau des électeurs, parce que si vous voulez, par exemple, les Allemands, eux, ils sont très intéressés par les accords de libre-échange, le CETA, etc., parce qu'ils vont vendre des Mercedes, ils vont vendre des BMW. Nous, c'est un vrai problème pour les agriculteurs. Donc vous voyez, je prends un exemple concret, mais là, on a des différences de politique publique très importantes. Et puis, je dirais en termes aussi de culture, je dirais, on voit bien les problèmes de ce qu'on appelait la démocratie libérale, illibérale, en Hongrie ou en Pologne, etc., par rapport à la culture très libérale qui est celle de l'Union européenne. Donc, vous voyez, il y a toutes sortes d'enjeux par derrière qui font que l'Europe ne veut pas dire la même chose d'un pays à l'autre. Et, de surcroît, les électorats de droite conservatrice ou populiste ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. Nous, ce qui se passe en France, c'est que l'électorat du RN s'élargit, touche davantage les classes moyennes, les classes supérieures, quitte la sphère du populisme pour prendre la place, si vous voulez, d'un grand parti conservateur. Eh bien, c'est pas le cas dans tous les pays. Voilà. En plus, pardon, Luc Rouban, parce que ça sonne au standard 0826 300 300 et des réactions. Celle de Bernard qui nous appelle de Mont-de-Marsan. Bonsoir Bernard. Bonsoir Bernard. Oui, bonsoir. Bonsoir à vous tous. Je voulais simplement dire que une montée et peut-être une victoire de la
droite extrême où me paraît, moi, être mathématiquement inéluctable. Uniquement parce que les partis d'origine dits de gouvernement, que ce soit les partis de gauche ou que ce soit la droite traditionnelle, ont totalement failli au cours des 40 dernières années. Tout ça parce que la gauche, bon, c'est une politique que je considère comme étant mauvaise à cause d'un système de planification, à cause d'un système de volonté de répartir les richesses de manière stupide parce que égalitariste, et que la droite a supporté le magistère de la gauche depuis 50 ans, sans oser rien dire. On va faire répondre Olivier d'Artigol, forcément. Oui. Vous vous sentez concerné, non ? Non, pas du tout. la droite a autant été aux affaires sur les 30 dernières années dans notre pays que la gauche. Mais pour revenir sur, c'était très intéressant sur la lecture et le décryptage donné par Luc Rouban, sur le fait que ces partis qui bénéficient de ce climat politique, social, de crise démocratique à plusieurs niveaux, ne forment pas un bloc homogène. Alors, Luc Rouban... que ce soit dans notre pays ou à l'échelle européenne. Et on n'y trouve pas que des partis populistes au sens tel qu'on peut trouver. Il y a aussi des partis de gouvernement. Regardez l'itinéraire de Mélanie. L'itinéraire de Mélanie, ça n'est pas l'itinéraire d'une Marine Le Pen dans notre pays. Ce qui est intéressant de voir, c'est la capacité qu'auront ces deux groupes, parce qu'en fait, il s'agit de deux groupes, de créer par-delà leurs divergences à l'échelle des nations et à l'échelle européenne des synergies ou pas, parce que pour l'instant, c'est plutôt à couteau tiré. Luc Rouban pour répondre à Bernard de Mont-de-Marsan et Olivier d'Artigol de Pau. Ça reste dans le sud-ouest. Hein. Pour répondre, alors d'abord à Bernard très simplement, mais je pense que toutes les enquêtes montrent effectivement une progression très très forte du Rassemblement national, et c'est vrai effectivement quand on rajoute les électorats de Reconquête et l'électorat aussi de Debout la France, on arrive pratiquement à 18-40%, c'est-à-dire en fait le score de Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle de 2000 globalement. Mais ça veut dire que cette force, ça s'est quand même stabilisé. Et que là, alors derrière, quand même, ce qui est très intéressant quand même de noter aussi dans les enquêtes, c'est la remontada de la social-démocratie, donc une gauche qui se différencie de la France insoumise, avec la liste Glucksmann, qui est environ 12% actuellement. Donc là, et ça, c'est le signe de la décomposition électorale du macronisme, si vous voulez, les anciens électeurs macronistes qui commencent maintenant à se dire, bon, de gauche, qui laissent tomber, qui disent, bon, le macronisme est trop à droite, donc on va revenir à une forme, mais une forme plus acceptable que LFI, qui est tombée un peu trop dans la caricature et dans la violence, au moins verbale. Donc, si vous voulez, je pense que là, il y a comme quelque chose qui est en train de se jouer, qu'on ne doit pas négliger en France. Mais la situation française, c'est la situation française. Le problème, c'est qu'ailleurs, c'est pas la même chose. Donc, et pour répondre alors ensuite à Monsieur d'Artigol, c'est vrai que le gros problème, c'est que quand vous êtes souverainiste, vous défendez avant tout votre pays. Alors ça devient très très difficile de s'entendre avec les autres sur une plateforme commune au niveau européen, parce que bien sûr on dirait oui d'accord, mais toi tu défends les intérêts de la France, oui mais moi je suis hollandais, ou moi je suis allemand, je suis de la FDP allemande par exemple, bon c'est pas du tout le même problème. Donc on a une arrivée massive d'immigrants en Allemagne, bon, et en ce moment, si vous voulez, en Allemagne, on voit bien dans les enquêtes qu'on a menées au CEVIPOF notamment, que la situation a beaucoup empiré sur le plan politique, et que Scholz est vraiment critiqué très fortement maintenant. Donc le consensus allemand est en train de se défaire. Donc si vous voulez, donc il y a des enjeux internes dans chaque pays, et là c'est vrai que pour les souverainistes, c'est quand on est souverainiste, on est pour son pays, donc de se mettre d'accord au niveau global européen, ça va être quand même très très dur. Donc c'est pour ça que je dis un double blocage en termes de coalition, parce que faut pas oublier les grands groupes chrétiens démocrates et socialistes perdent un peu de terrain, mais pas beaucoup, et donc on va se retrouver effectivement dans une situation, de blocage en bas, et de blocage en haut, en quelque sorte, au niveau des partis souverainistes qui arriveront peut-être pas à s'entendre entre eux. Merci mille fois, Luc Rouban, Merci à vous. Directeur de recherche CNRS et au Centre de recherche politique de Sciences Po et auteur de ce livre qu'on vous incite à lire, Les racines sociales de la violence politique aux éditions de l'Aube. Merci mille fois d'avoir été avec nous. Merci Philippe Bilger, on vous retrouve demain. Merci François Pupponi, on vous retrouve très vite. Merci Olivier d'Artigol. À mercredi. Le râleur, à mercredi prochain. Oui, bien sûr. Une semaine pour me préparer. Oui. Aujourd'hui, il a été calme. Vous restez avec nous dans un instant. On va vous parler d'écologie, des solutions concrètes. 75 innovations pour la sortie du livre d'Éric de Riedmaten qui sera avec nous dans quelques instants. Et avec Brice Lalonde. À tout de suite.